Benkemoun, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. On commence par un tour complet, un tour 360 de l'information. Avec cette information, donc, un policier a ouvert le feu à la gare Montparnasse sur un homme qui a sorti un couteau. Les faits se sont passés en début d'après-midi. L'individu connu pour des violences conjugales était attendu par un dispositif policier conséquent. Il menaçait de se rendre au domicile de son ex-compagne pour s'en prendre à elle. C'est en descendant du train qu'il a sorti son couteau et a commencé à s'auto-mutiler. L'homme touché par le tir est en urgence absolue avec son pronostic vital engagé. Un passager a quant à lui été légèrement blessé au pied par le tir du policier. Allocation unique, décentralisation, Sébastien Lecornu au chevet des départements dont 54 seraient en quasi-faillite. Dans le Tarn, le Premier ministre a promis de doubler le fonds d'urgence à 600 millions d'euros pour assurer le versement des prestations imposées par l'État, des prestations sociales qu'il propose de transformer en allocation sociale unique. Après Stellantis, au tour de Toyota, Volkswagen et BMW de faire l'objet d'une enquête sur un éventuel manque de réactivité dans le remplacement des fameux airbags défaillants Takata. Selon une source proche du dossier, ces informations judiciaires visent à questionner sur ce qui était fait ou pas une fois que les constructeurs ont été informés de ce problème. Au total en France, je le rappelle, 18 personnes ont perdu la vie à cause de ces airbags. 25 autres ont été blessés. Enfin, pour terminer, l'horreur en Suède. Un bus à double étage a percuté un abribus, dans le centre de Stockholm. Plusieurs personnes ont été tuées, d'autres ont été blessées. Pour l'heure, les raisons de cet accident ne sont pas encore connues. Le chauffeur a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte selon la procédure habituelle. Merci de nous accueillir. C'est parti pour votre punchline durant 1 heure sur CNews et sur Europe 1. Présentation de l'équipe qui m'accompagne ce soir. Véronique Jacquier. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Voilà, ravi de vous retrouver. Olivier Benkemoun. Bonsoir Thierry, bonsoir. Très heureux, vous modérez mon enthousiasme. Paul Amar, toujours fidèle à notre émission, bonsoir, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Un homme heureux, Louis de Ragnel, journaliste politique Europe 1, les audiences s'envolent d'Europe 1. Vous êtes un homme heureux? Je suis de naturel plutôt heureux. Mais encore plus. Je le suis encore plus. Voilà, on en parlera peut-être dans le cours de cette émission parce que France Inter, ça chute un peu. Et c'est surtout Europe 1 qui monte. Et c'est surtout Europe 1 qui monte, mais on en parlera. François Coq, analyste politique. Bonsoir à tous. Soyez le bienvenu et ravi de vous avoir à nos côtés. Pour commencer cette émission, on va prendre, je vous le disais, la direction de la gare Montparnasse. Un policier donc a tiré en début d'après-midi aux alentours de 14h30 sur un homme connu pour violence conjugale. Il était menaçant, armé d'un couteau. Et on va retrouver sur place notre équipe, Félix Perolaz et Emma Laureau. Bonsoir Félix Perolaz. Quel est le climat? Les faits se sont produits à 14h30. Il y a eu beaucoup d'émotions, évidemment. Racontez-nous. Oui Thierry, beaucoup d'émotions, mais l'ambiance s'est apaisée devant et dedans la gare, dans la gare Montparnasse, car il y a encore quelques heures, elle était tendue, pesante et les voyageurs étaient dans l'attente, car des retards d'1h30 ont été annoncés sur certains trains quand ils n'ont pas été annulés. Alors des voyageurs nous ont confié que cette situation était stressante, de voir à l'intérieur de la gare des balises, des policiers, des secours et que finalement on n'était plus en sécurité nulle part. Ce sont leurs mots. Et un autre voyageur nous a dit que sa copine qui était présente au moment des faits dans la gare avait même fait un malaise, car il faut s'imaginer qu'au moment où les policiers ont tiré, une forte détonation a résonné dans toute la gare. Il y a eu un mouvement de panique et un voyageur nous a également confié qu'il a eu le réflexe en fait d'aller se cacher. Et donc le policier tireur a été transporté à l'hôpital. L'IGPN s'est rendu sur place et l'assaillant, Sylvestre M, âgé de 44 ans, a été touché par une balle au niveau du mollet. Donc ce que je peux vous dire Thierry, c'est que le calme revient et le retour à la normale du trafic se poursuit. Merci beaucoup Félix Perolaz avec Emma Laureau depuis la gare Montparnasse. Une petite réaction, Paul Amar? Écoutez, je viens d'arriver, j'ai écouté votre sommaire, c'est terrifiant. On va passer 1 heure ensemble, vous m'invitez très gentiment, je suis honoré par cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir, vous savez, Paul. On n'a parlé que de violence pendant 1 heure. C'est dire l'état de notre société aujourd'hui. C'est dire l'évolution de notre société aujourd'hui qui est, à mon avis, à un point de bascule. Il y a une société éclairée, la nôtre, qui célèbre toujours la vie, et c'est magnifique, fondée sur une culture judéo-chrétienne, comme on le dit souvent. Et il y a une partie de la société qui, elle, célèbre la mort, qui n'a pas peur d'avoir un couteau,
dans son sac, dans sa poche, qui n'a pas peur de porter des coups aux siens, à sa propre famille, sa femme et ses enfants, qui n'a pas peur de porter des coups à l'autre, comme une sorte de nihilisme, avec aucune peur de la mort, la nôtre comme la sienne ou comme la leur, et c'est un nihilisme absolument dévastateur, d'abord pour nous. Le nihilisme conduit parfois au suicide. Tant pis pour eux s'ils ont envie de se suicider. Mais tant pis pour nous s'ils ont aussi envie de nous tuer. Et c'est un problème majeur qui se pose aujourd'hui à ce qu'on appelle un peu trop facilement l'état de droit. Paul Amar, vous avez présenté longtemps un journal de 20 heures sur une grande chaîne de télévision. Vous imaginez le conducteur d'un 20 heures aujourd'hui, à l'époque où vous présentiez le 20 heures? Très différent, très différent. On avait une rubrique qui s'appelait Faits divers, qu'on appelait Faits divers, et qui tenait relativement peu de place dans les journaux de 20 heures ou les autres journaux. Et c'est pour ça que je vous posais la question, Paul Amar. Et ça serait plutôt fait de société? Ah, aujourd'hui, complètement. On est d'accord. J'ai bien insisté sur l'évolution de notre société, une évolution à laquelle on est confronté et à laquelle il faudra répondre. Oui, Olivier, répondre parce que Olivier Benkemoun. Dans les JT de 20 heures, le conducteur, il n'est pas fait en fonction toujours des faits de société. Parfois, ils sont même minimisés. Occultés. Même occultés. Parfois, ils sont occultés. Je voulais juste dire, sur certaines chaînes. Je vais dire une chose simplement sur ce qui s'est passé. D'abord, louer ce qu'a fait la police, qui était très bien informée, qui a réagi très vite, et sans doute très bien. Il était 14h30, c'est-à-dire 14h30, gare Montparnasse, un vendredi après-midi, bondé de monde, alors que les gens partent en week-end. Vous imaginez la panique. Et c'est en quelque sorte depuis 10 ans, parce que on a célébré, on s'est remémoré plutôt les attentats, et on a célébré la mémoire des victimes. Et hier, on a intégré en quelque sorte que la violence, elle était là, elle était partout, et elle pouvait survenir à tous les moments, n'importe quand, n'importe où. C'est ce qui s'est passé gare Montparnasse. On a entendu des témoignages de gens qui ont entendu, qui n'ont pas forcément paniqué, qui se sont dit il faut que je me mette à l'abri. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un coup de feu, il y a peut-être deux, il faut que je me mette à l'abri. On a intégré qu'à tout moment, il pouvait y avoir ce genre de choses, qu'un couteau pouvait être sorti, qu'une balle pouvait être tirée. Donc cet homme-là, s'il n'y a pas la police, il fait un carnage. Il fait un carnage, il a un couteau, il a une lame, il est sur le quai d'une gare, il y a un monde. Voilà, donc j'imagine qu'il a transporté ce couteau dans son sac en prenant le train. Simplement, oui, et puis il avait un sac noir, etc. Ouais. C'est assez effrayant. Donc, encore une fois, bravo à la police d'avoir été sur le coup et d'avoir réagi. Alors, autre affaire, cette violence qui gangrène notre quotidien. On va prendre la direction de Marseille. Là aussi, c'est révélateur de notre société, mon cher Paul Amar. Je suis désolé de vous décevoir, mais cette violence à Marseille, encore une fois. Nouveau drame, donc, avec en toile de fond, sans doute, il faudra bien... on attend le résultat de l'enquête, mais... Il y a peu de doute, sans doute en toile de fond le narcotrafic. C'est un jeune de 20 ans donc, qui a été abattu, et ce jeune n'est pas n'importe quel jeune, c'est le frère d'Amine Kessassi. Et qui est Amine Kessassi, eh bien, c'est un militant écologiste de 22 ans justement qui a fait de la lutte contre le narcotrafiquant son combat. Il avait déjà perdu un frère, c'était en 2020 me semble-t-il. Écoutez ce que dit Frédéric Ploquin, journaliste écrivain qui connaît bien cet univers et qui a écrit un livre, Insécurité, stop à la descente aux enfers. Il semblerait que l'enfer, nous y soyons. Écoutez Frédéric Ploquin. Le frère de la victime était en première ligne du côté des victimes et essayait, des victimes du narcotrafic, et essayait depuis des mois et des mois, depuis la mort de son premier frère en 2020, effectivement, l'assassinat cette fois également, il essayait de sensibiliser les jeunes, les quartiers. Il faisait tout un travail extrêmement intéressant sur le terrain et visiblement ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc quand je dis, il faut qu'on fasse très attention parce que ce qui est en train de se passer là à Marseille, c'est nous, d'une certaine manière, c'est cette société civile capable de réagir, de dire non à la mafioisation des quartiers, non à la ghettoisation, non aux dérives du narcotrafic. Cette société est directement ciblée, nous sommes tous directement ciblés à travers cette exécution. Louis de Ragnel, c'est important ce que dit notre ami, parce qu'il n'y a plus de règles aujourd'hui. C'est-à-dire que tu déranges, on exécute. Et c'est rapide. Il n'y a même pas de... Voilà, on ne prévient pas ni quoi que ce soit. C'est très juste. Il y a une gradation en fait qu'on a vue. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, il y avait des intimidations, il y avait des menaces, et puis ensuite éventuellement ce qu'on appelle l'ultima ratio, c'est-à-dire il n'y a rien de plus. Eh bien, il y avait des tentatives d'assassinat, des tentatives de meurtre. Là, on voit bien qu'on passe de rien du tout à directement le meurtre.
Et donc il y a plus de entre guillemets de choses intermédiaires dans cette situation. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant, d'autant plus que cette personne, c'est pas une bande rivale, ce n'est pas un groupe mafieux concurrent, c'est simplement quelqu'un qui porte la parole, qui alerte et qui dénonce les méfaits, les dangers, les risques de ces organisations de narcotrafic. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que justement maintenant, ces organisations qui sont quasiment des groupes terroristes, en tout cas issus du grand banditisme, de la criminalité organisée, eh bien maintenant s'en prennent aussi aux associations, aux lanceurs d'alerte, à ceux qui prennent la parole. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je pense que réellement, il y aura un avant et un après aujourd'hui à Marseille. Véronique Jacquier. On est passé du narco-banditisme au narcoterrorisme, c'est-à-dire on instaure la peur, on veut contrôler la population, on veut aussi contrôler l'économie locale. Je pense qu'on va aller vers cela à Marseille, si ce n'est déjà enclenché. Et ça veut dire aussi qu'on essaye d'influencer la politique locale, peut-être comme on le voit déjà en Sicile avec Cosa Nostra, qui pèse sur le choix de certains élus pour s'octroyer des marchés publics. Souvenez-vous, Marseille, c'est quand même la ville. Pourquoi j'insiste sur cette prise de contrôle de la population, le fait d'instaurer la peur, mais pas que, parce qu'on a quand même eu des narcotrafiquants qui n'ont pas eu peur de proposer de payer des fournitures scolaires à des enfants dans une cité. Oui, ils ont un rôle social. Des narcotrafiquants qui sont allés jusqu'à proposer des activités l'été, là encore, dans une cité. Donc on prend en charge la vie de la cité, on prend en charge désormais la vie d'une certaine société qui, la frontière est poreuse, est prête à faire contre-société. De gré ou de force, ou en adhérant d'ailleurs aux activités des narcotrafiquants, mais parfois ils n'ont pas forcément le choix. Et on peut rappeler aussi quand même qu'il y a peu de temps, il y a eu un contrat qui a été mis sur la tête du chef de la pénitentiaire Aubomet, 120 000 € pour tuer cette personne. Heureusement, la police est intervenue. Et la mort de cet homme n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Mais on se rend compte qu'on va toujours de plus en plus loin. Vous êtes d'accord avec ce que disait Louis de Ragnal, François Coq, il y aura un avant et un après ce qui s'est passé à Marseille? Il y a indéniablement un franchissement de seuil à partir du moment où on s'en prend maintenant, non plus simplement à d'autres trafiquants, à d'autres personnes du milieu, comme on dit, mais où on s'en prend directement à la société civile. Nous verrons bien ce que dira l'enquête, et M. Ploquin le disait sur votre antenne. Est-ce que c'était bien le frère qui était visé, ou est-ce que c'était peut-être Amine Kessassi qui était lui-même visé? Ça, c'est l'enquête qui nous le dira. Mais d'une certaine manière, je serais tenté de dire que ça ne change rien sur la nature du franchissement de seuil que j'évoquais il y a un instant. On attaque des personnes, on assassine des personnes pour les faire taire parce qu'elles alertent sur une situation. Elles sont des lanceurs d'alerte et ce sont des personnalités extérieures à ce monde-là du narcotrafic. Un dernier mot sur un point. Vous savez, je le dis assez tranquillement parce que je ne fais pas partie de ces gens qui étaient favorables à l'emploi du terme mexicanisation qui avait été employé par un ministre de l'Intérieur et qui est repris par certains. Je pense que on l'a utilisé sur ce plateau, François. Parce que le décalque de ces mots n'aide pas toujours à comprendre la situation, mais de fait, quand on a des franchissements de seuil comme ça nous amène quand même à nous interroger. Parce que si je souhaite pas employer, moi, pour ma part, le terme mexicanisation, c'est que nous n'en sommes pas au même stade. Mais souvenez-vous ce qui s'est passé cet été avec un jeune qui a été tué, brûlé. Les agents pénitentiaires, on s'en prend des commissaires de police, des magistrats. Je vois pas ce qui vous. Mais ce que on s'en approche très fortement quand même, François Coq. Je suis pas sûr qu'on s'en approche très fortement, mais par contre, la pente est prise. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que nous dit aujourd'hui ce franchissement de seuil. Alors, ce que je vous propose, je vais vous donner la parole, mon cher Olivier Benkemoun, Paul Amar aussi, et puis on écoutera Amine Kessassi qui s'est exprimé en 2024. Et je le rappelle, David Poujol est allé chercher la boîte à archives. Cette déclaration est importante, évidemment, parce qu'il avait perdu déjà un frère en 2020, je le disais. Et vous allez comprendre pourquoi David Poujol a décidé de nous sortir cette réaction, parce qu'elle explique beaucoup de choses. Restez avec nous. Première chaîne d'information sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes ravis. À tout de suite.